Il me revient de continuer ces débats, de les prolonger en vous proposant une réflexion sur le rassemblement de la droite. Il peut sembler utopique de parler de rassemblement de la droite après la triste expérience des élections régionales du mois de décembre, où le Parti socialiste et les médias du système ont opposé un prétendu Front républicain à une extrême droite que représenterait le Front national. Pourtant, la droite est aujourd'hui largement majoritaire dans notre pays. Comme l'ont montré en dernier lieu les élections régionales au premier tour, les électeurs qui se veulent eux-mêmes de gauche, qui votent pour des partis dits de gauche, ne sont plus qu'un gros tiers de l'électorat. À peine un gros tiers de l'électorat. D'ailleurs, le fait que la droite soit majoritaire en France, c'est reconnu par les gens de gauche eux-mêmes, qui sont évidemment, qui le disent pour s'en affliger. Mieux encore, dans le débat récent, dans le débat actuel sur la déchéance de nationalité, eh bien, là, ce n'est pas 2 Français sur 3 qui sont de droite, c'est 9 Français sur 10. Alors, selon les sondages, 85 à 95% des Français sont favorables à la mesure préconisée par qui? Non pas par Nicolas Sarkozy, qui l'avait abandonné en 2011, mais par François Hollande. Vous voyez le paradoxe de la situation. 9 Français sur 10. Alors même que l'oligarchie est vent debout contre cette mesure. Comme l'a dit Jean-Yves, quand on fait une émission à la télévision, on invite 5 journalistes qui sont tous contre. J'évoque cette mesure parce qu'elle est très importante sur le plan symbolique. Et très paradoxale. L'oligarchie qui nous gouverne devrait être parfaitement indifférente à la déchéance de nationalité, puisque pour elle, la nationalité n'a pas d'importance, puisqu'il ne faut faire aucune différence entre les étrangers et les Français. Premier paradoxe. Mais deuxième paradoxe, si l'on estime que la déchéance de nationalité c'est important, comment peut-on refuser doter la nationalité française à un terroriste, à quelqu'un qui a tué, qui a porté les armes contre la France et qui a tué des Français? Excusez-moi, mais il faut être vraiment tombé sur la tête pour s'y opposer. Or, c'est bien ce que font, en grande majorité, les intellectuels, non seulement de gauche, mais aussi les intellectuels qui se veulent, enfin, qui appartiennent à un parti dit de droite comme l'UMP. Je pense à Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense que cette affaire montre que nous pouvons être optimistes. Giscard, naguère, voulait réunir 2 Français sur 3. Cette mesure réunit 9 Français sur 10. Le rassemblement de la droite n'est donc pas si utopique que cela. S'il n'est pas fait, c'est qu'il n'a jusqu'à présent pas vraiment été tenté. Or, il est nécessaire. Le rassemblement de la droite est nécessaire au redressement et même à la survie de la France. Qu'il s'agisse de dénatalité, d'immigration, de chômage, les politiques et les idées de gauche détruisent notre pays à petit feu depuis 40 ans au moins. Il est urgent de résister, il est urgent de réagir, et pour cela, la droite doit se rassembler afin de faire échec à la gauche. Il y a pour cela 4 conditions préalables à ce rassemblement de la droite, qui sont 4 occasions de dire non. Nous devons dire non à la négation du clivage droite-gauche, bien sûr, non à l'illusion des discours et des étiquettes, non aux fausses promesses de la fausse alternance, non au langage de l'adversaire. Non, le clivage droite-gauche n'a pas disparu. Il s'est simplement métamorphosé. Comment, d'ailleurs, aurait-il pu disparaître, puisque la gauche est toujours là? Puisque la gauche est même omniprésente dans les médias, dans les institutions, dans les partis, même dans les partis dits de droite. Le clivage droite-gauche ne s'est pas formé en 1789 quand on lui a donné son nom. Il s'est formé un siècle avant, à la fin du règne de Louis XIV, au cours de ce que Paul Hazard, dans un grand livre, a appelé la crise de la conscience européenne et qu'il a daté des années 1680 à 1715. Depuis donc 3 siècles, la gauche n'a cessé de dominer dans le monde des idées.
C'est cela qui doit changer, c'est cela qui commence à changer, comme je viens de vous le dire. Longtemps, la gauche, expression idéologique de l'utopie égalitaire, était avant tout collectiviste. Elle était étatiste, et notamment sous la forme pure du communisme. Aujourd'hui, après l'effondrement du communisme à l'est de l'Europe, la gauche est plutôt mondialiste et cosmopolite. Elle veut araser tant les frontières physiques des peuples que leurs frontières morales. Elle veut fabriquer des citoyens du monde interchangeables, déracinés, sans attache. Que l'on soit plus attaché à la patrie ou aux libertés qu'aux libertés, ou au contraire plus attaché aux libertés qu'à la patrie, ou que l'on soit autant attaché à l'un et à l'autre, on est de droite, et on est forcé de rejeter et de combattre la gauche collectiviste et cosmopolite. Encore faut-il pour cela dire non aux faux discours et aux fausses étiquettes, si l'on ne veut pas être dupe. Les électeurs de l'UMP, je continue à dire l'UMP, mais officiellement ce sont les Républicains, sont massivement de droite, si on considère leurs opinions ou leurs valeurs, et ils se tiennent eux-mêmes pour tels. Si on leur demande de se définir sur l'échelle droite-gauche, ils disent « je suis de droite ». En outre, il y a des personnalités de droite à l'UMP. On pourrait donner quelques noms, mais chacun d'entre vous pense à l'incident récent provoqué par Nadine Morano quant à la cité générale de Gaulle définissant la France comme un pays de race blanche. Cependant, les soi-disant républicains, sous leur nom actuel, sous les précédents, ont presque constamment mené, quand ils étaient au pouvoir, des politiques qui étaient objectivement de gauche, quel que fût le discours qui accompagnait ces politiques. Ça fait 40 ans. Au moins, depuis 1972, ça c'est la pierre de touche, la pierre de référence, en 1972, lorsque, sous Pompidou, qui avait lancé l'immigration à outrance, on a adopté la loi Pleven, laquelle, sous prétexte d'antiracisme, porte atteinte à la liberté d'expression et muselle les adversaires de l'immigration. Souvent, un discours de droite peut servir d'habillage à une politique de gauche. On pense notamment à Nicolas Sarkozy, qui, cornaqué par Patrick Buisson, ne se privait pas de mettre la main sur le cœur et de vanter l'identité nationale, notamment au Mont-Saint-Michel. Mais c'est lui qui disait en aparté à Philippe de Villiers. Et là, on est en plein jugement de valeur. Toi, la France, ces clochers, ces terroirs, ça te fait vibrer. Moi, ça me laisse parfaitement indifférent. C'est ça, Sarkozy. Et c'est encore Sarkozy qui, en 2007, il venait d'être élu président de la République, il s'apprêtait à nommer le fameux Strauss-Kahn au FMI, enfin le faire nommer. Je cite Le Monde à ce propos, qui raconte un déjeuner entre le couple Strauss-Kahn et le couple Sarkozy. Et Sarkozy dit à Strauss-Kahn, toi, tu es comme moi, tu es un métèque, tu aimes le fric et les femmes, les Français ne nous aiment pas. Voilà la citation de Sarkozy. Le clivage droite-gauche. Oui, j'ajoute que Nicolas Sarkozy, qui mettait la main sur le cœur en parlant d'identité nationale, a fait rentrer légalement, j'ai dit bien légalement, sans compter les immigrés illégaux dont parlait notre ami François Billot-Lochner tout à l'heure, 2 millions d'immigrés légalement en 10 ans. Il a été 5 ans ministre de l'Intérieur de 2002 à 2007, 5 ans président de la République de 2007 à 2012. Pendant 10 ans, il a eu la haute main sur la politique de l'immigration et il a fait rentrer légalement 200 000 immigrés par an, 2 millions. 2 millions! Le clivage droite-gauche existe, bel et bien, mais il ne passe pas entre l'UMP et le Front National. Il ne passe pas entre le Parti Socialiste et l'UMP. Il passe à l'intérieur de l'UMP, et même, il faut bien le dire, hélas,
à l'intérieur du Front National, parti qui est, comme vous le savez peut-être, affligé d'une grosse tumeur cérébrale chevènementiste. Je ne citerai pas de nom, mais vous avez tous... vous pensez tous à un funeste personnage. Je parle ici des partis, non des électeurs. Comme Patrick Buisson l'a confié en 2011 à un journaliste de Paris Match, le sort électoral et politique de la France se joue dans un triangle qui représente peut-être 30% des électeurs, lesquels hésitent entre l'UMP, le Front National et l'abstention. Il est donc singulièrement maladroit, pour ne pas dire plus, de la part des dirigeants du Front National, de nier le clivage droite-gauche. J'ai même entendu Philippe de Villiers le dire récemment. Ça n'est pas très intelligent. Et il n'est pas très intelligent de parler de droite pour désigner le parti de Nicolas Sarkozy. Les gens du Front National feraient mieux d'affirmer qu'ils sont, eux, la vraie droite, opposés à une fausse droite, qui est en réalité une deuxième gauche, affublée d'un nom trompeur et d'un nom fait pour tromper. On peut quand même espérer que le bon sens finira par l'emporter au Front National, ne serait-ce que pour des considérations étroitement électorales. Dans un scrutin à 2 tours, le candidat du Front National ne peut gagner au second tour que face à la gauche. L'expérience est là. C'est donc à l'UMP qu'il doit prendre des voix, et ce sont des électeurs de droite qu'il doit séduire, pas des électeurs de gauche. D'ailleurs, songez au second tour des régionales, là où, sous prétexte de Front républicain, le Parti socialiste a retiré ses candidats, pas un, ou quasiment pas un électeur de gauche du premier tour ne s'est reporté au Front National au second. La preuve est faite. C'est bien parce que les étiquettes médiatiques de droite et de gauche ne correspondent plus à la réalité du vrai clivage droite-gauche qu'il faut aussi dire non aux fausses promesses de la fausse alternance. La Constitution de la Ve République affirme hautement que nous sommes en démocratie, régime défini dans cette Constitution par le principe suivant, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est noble. Or, c'est une fiction. Nous ne sommes pas en démocratie, en réalité. La France est dominée par une oligarchie qui s'appuie sur un système médiatique presque entièrement verrouillé, inféodé au cosmopolitiquement correct. Je préfère cette expression qui est plus précise que l'expression habituelle de politiquement correct. En vue d'éliminer ou de marginaliser la contestation. À cet égard, il est essentiel, pour duper le peuple et lui faire croire qu'il est encore en démocratie, qu'il a le pouvoir de changer vraiment l'orientation politique. Il faut faire croire au peuple, aux braves gens, il faut qu'il y ait régulièrement une alternance au pouvoir entre deux partis censés être opposés, puisque l'un a l'étiquette de gauche et l'autre a l'étiquette de droite. La magie des fausses étiquettes donne l'illusion de l'alternance. C'est le même produit que l'on sert au bon peuple sous de noms différents. C'est la politique des hypermarchés. Les forces de contestation, essentiellement le Front National et quelques autres à côté, sont diabolisées par le système qui use ad nauseam de la réduction ad Hitlerum, la réduction à Hitler. Si l'on est contre l'immigration, c'est que l'on est raciste. Si l'on est raciste, c'est que l'on a des idées brunes et que l'on est un émule d'Adolf Hitler. Je résume, mais vous avez absolument en permanence ce genre d'argumentation qui est développé. En quatrième lieu, il faut dire non, c'est peut-être le plus important, au langage utilisé par l'adversaire, car il lui sert à sidérer les Français pour confisquer le pouvoir, pour voler la démocratie. Bien sûr, ne parlons pas et ne laissons pas parler d'extrême droite quand il s'agit du Front National. Bien sûr, il ne faut pas dire que la gauche est le moins du monde républicaine, dès lors qu'elle est cosmopolite. Souvenons-nous de cette phrase de Paul Doumer que j'ai déjà citée, mais elle vaut la peine d'être rappelée. Paul Doumer, éminent homme d'État de la Troisième République, qui proclamait « N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nie la patrie et qui répudie le devoir. Ce sont des ennemis publics. Des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort,
comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. Paul Doumer a tenu ses propos prophétiques et éminemment républicains en 1906. Bien sûr, il faut rejeter la haine raciale, comme toute forme de haine sociale, comme la haine en général d'ailleurs. La haine, ce n'est pas joli. Eh oui. Même si on n'est pas un bon chrétien et inspiré par la vertu théologale de charité, on sait que la haine, c'est mal. Mais on peut et on doit revendiquer la conscience de race, comme le faisait le général de Gaulle dans ce passage célèbre évoqué par Nadine Morano, que je répète régulièrement à l'antenne de Radio Courtoisie, mais il faut... C'est très bien qu'il y ait... Bon, alors je vais le dire normalement. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent... Ah, écoutez, je m'adapte. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Mais ce à quoi vous ne pensez pas, or c'est l'essentiel, c'est qu'on est obligé de citer le général de Gaulle pour dire ce qui est une évidence. Le terrorisme intellectuel est tel que pour rappeler l'évidence que la France est un pays de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne, on s'abrite derrière l'autorité du général de Gaulle qui n'est pas suspect d'être un disciple de Hitler, puisqu'il l'a combattu. Vous voyez à quel point nous en sommes. Je répète, c'est une évidence. Historiquement, l'identité de la France est l'identité d'un pays de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Pas seulement catholique, chère Céline, aussi calviniste. Car Calvin était français. Si donc nous sommes convaincus que la droite doit se rassembler, nous devons nous en donner concrètement les moyens. Et pour cela, je dirais qu'il faut dire 3 fois oui. Il faut dire oui au combat des idées. Il faut dire oui à l'action militante. Il faut dire oui au renouveau des partis politiques. Oui, le combat des idées est essentiel et indispensable. Le pouvoir est au bout des idées. On croit souvent que le monde est mené par les intérêts des hommes, mais il l'est bien plus en réalité par les idées. À commencer par l'idée que les hommes se font de leurs intérêts. Les idées les plus fortes, bonnes ou mauvaises, mettent parfois très longtemps à déboucher. Karl Marx a écrit le manifeste du Parti communiste en 1848. 1848. Or, ce n'est qu'en 1917 que les communistes ont pris le pouvoir dans un pays. Le pouvoir est au bout des idées, mais ce bout est parfois un peu éloigné. Heureusement, pour nous qui sommes attachés à la patrie et à la liberté, et aux libertés, nous pouvons nous appuyer sur au moins une douzaine de grands penseurs du national-libéralisme qui ont tracé les voies de l'avenir d'Edmund Burke à Jules Monroe, en passant par Vilfredo Pareto, Friedrich August von Hayek et bien d'autres. Ce sont les maîtres à penser du carrefour de l'horloge qui, après avoir été un club pendant 40 ans, s'ouvrent maintenant au plus large public de gens motivés et intelligents et qui aiment la France et les libertés. Carrefour de l'horloge qui a toujours été au premier rang du mouvement des idées et qui continuera à l'être, fort de sa nouvelle devise, issue de la tradition indo-européenne, pensée, parole, action, avec bien sûr votre aide. Et votre présence est là pour montrer que nous sommes dans la bonne voie. Il faut dire oui aussi à l'action militante. Chacun d'entre nous peut agir là où le destin l'a placé, et faire son devoir comme le soldat dans la tranchée, y compris la mère de famille. C'est peut-être le plus important d'ailleurs. Dans les pays communistes, la religion se transmettait par la mère de famille. Eh bien, l'amour de la patrie doit se transmettre par la mère de famille.
qui doit redresser les mauvaises choses que l'enfant entend à l'école. Nous devons militer tous là où nous sommes, avec énergie et dans l'espérance. N'écoutez pas les défaitistes qui vous disent que tout est perdu. Alors parfois on dit qu'en période de guerre, il faut fusiller les défaitistes. Ça ferait beaucoup de monde à fusiller. Soyons généreux. Dans la nouvelle lutte des classes qui oppose maintenant tous les peuples du monde à la superclasse mondiale, soyez confiants. Celle-ci finira forcément par perdre. En effet, son idéologie sur laquelle elle s'appuie et qu'elle impose au monde, c'est le cosmopolitisme qui est contraire à la nature de l'homme. Car l'homme est attaché à l'identité, à son identité, à l'identité de sa patrie, et est attaché à ses libertés. En pratique, soyons solidaires. Nous qui aimons la patrie et les libertés, formons des réseaux comme savent si bien le faire nos adversaires de gauche. C'est à ça que servent les associations. Le Carrefour de l'Horloge a pour but d'ailleurs d'être le cœur d'un réseau, ou le carrefour d'un réseau. Dans la pratique, votons à toutes les élections, sans nous laisser abuser par les faux discours et les fausses étiquettes, ni par les sophismes d'un prétendu vote utile, qui l'est parfois, mais pas toujours, et qui produit la fausse alternance du pareil au même. Donnons enfin, autant que nous le pouvons, du temps et de l'argent à la cause sacrée de la patrie, qui a besoin de notre engagement à tous et de notre dévouement à tous. Disons oui enfin au renouveau des partis politiques, car c'est par eux, en démocratie, ou même en démocratie d'apparence, que se conclura le rassemblement de la droite. Ne rêvons pas, il n'y aura pas d'ici à 2017, à mon humble avis, d'union de la droite. C'est-à-dire une alliance générale des partis de droite, incluant le Front National. C'est trop tôt. Je pense, j'espère que si l'avenir me dément, j'en serai heureux, mais je ne le pense pas. Il faut donc agir pour que le rassemblement des électeurs de droite aboutisse à plus long terme à l'union de la droite. Quand elle s'imposera aux hommes politiques. Dans ce domaine, toutes les éventualités sont envisageables. Il est bien difficile de deviner ce qui se passera, quelle solution finira par s'imposer. Je ne crois pas qu'un nouveau parti puisse émerger à court terme, ni même qu'un petit parti puisse devenir grand, à court terme. Il nous appartient plutôt donc, au moins dans l'immédiat, de peser de l'intérieur et de l'extérieur sur les partis dits de droite les plus susceptibles d'arriver au pouvoir pour qu'ils se retrouvent dans les principes de droite et qu'ils se débarrassent enfin des idées de gauche. Le débat interne à l'UMP, aux Républicains, peut-il déboucher sur un virage à droite qui ne serait pas seulement dans les mots, dans les positions apparentes, dans les discours, mais aussi dans les programmes et ensuite dans les politiques? Je ne sais. En tout cas, je sais qu'un parti ne peut pas gagner en France sans avoir d'alliés, eu égard au mode de scrutin. Cette évolution de l'UMP n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Soit qu'elle reste indivise, soit qu'elle finisse par éclater entre des ambitions rivales et des positions contradictoires. Le Front National doit aussi faire son aggiornamento. J'entends dire qu'il le fait. Mais j'entends dire aussi qu'à une réunion récente du Front National de la Jeunesse, dont vous n'êtes plus le chef, Julien Rochdy, malheureusement, un certain Aurélien Legrand, trotskiste d'origine, a fait l'éloge de Lénine au Front National de la Jeunesse, il y a quelques jours. Mais on se demande où ils ont la tête, qu'est-ce qu'on attend pour l'exclure? C'est de la provocation. Le Front National doit faire son aggiornamento, il doit renoncer définitivement à la calamiteuse stratégie dite du rassemblement du non. Dite du rassemblement du non par référence au vote de 2005 sur l'Europe, sur la Constitution européenne, qui a vu le non l'emporter par 55% des voix. Cette stratégie qui est censée permettre de dépasser le clivage droite-gauche, le met dans une impasse. Car un référendum, ça n'est pas une élection. Et le Front National doit opter résolument et définitivement pour la prometteuse stratégie du rassemblement de la droite
Seule stratégie qui puisse lui permettre d'arriver un jour au pouvoir. Le mot crise est galvaudé, et pourtant la crise est bien là. Qu'il s'agisse de l'immigration, du terrorisme, de l'insécurité, du chômage et de l'économie. Et pour ce qui est de l'économie, je suis de ceux qui pensent que la crise est devant nous. La situation n'est pas bonne, mais il y aura, je pense, tôt ou tard, une nouvelle crise de la même nature que celle de 2008. L'économie va donc subir une grave rechute. Les attentats tragiques de janvier et novembre 2015 ont déjà bouleversé le paysage métapolitique. Comme en témoigne, je le cite encore, le débat sur la déchéance de nationalité. La crise nous ramène à la réalité, et la gauche a tout à craindre de la réalité. La droite a tout à espérer de la réalité. Et de la vérité. La vérité nous libère, disait l'Évangile, et c'est un précepte qui s'applique en particulier à la vie politique française. Je ne me risquerai pas à faire des prévisions. Notre rôle au carrefour de l'horloge, et mon rôle, est d'appeler à l'action, au combat politique. Le rassemblement de la droite sera-t-il le fait d'une UMP renouvelée, qui réduirait le Front National à une force d'appoint, ou au contraire, d'un Front National uni derrière son chef et fermement décidé à affronter la gauche en rejetant ses idées délétères, ou bien, encore, d'un équilibre entre les deux formations qui se résoudrait à s'allier, ou encore de la percée aujourd'hui bien peu probable d'un troisième parti de droite. Nous n'en savons rien. Mais je suis sûr que le rassemblement de la droite est nécessaire et qu'il finira tôt ou tard par se réaliser. À nous tous ici, de faire en sorte que cela ne tarde pas. Nos rencontres d'aujourd'hui sont une première étape du renouveau de la France. Je vous lance un appel, chers amis, j'allais dire, chers camarades de combat. Unissons-nous pour défendre la patrie et la liberté. Unissons-nous pour restaurer la grandeur de la France. Merci.